Bonjour, bonjour, donc bienvenue dans Le Monde Bouge, la Chine avance. Donc ce soir, j'accueille Emmanuel Dupuis. Donc je vais vous laisser peut-être vous présenter. Vous serez plus à même que moi. Donc bonsoir. Bonjour aux éditeurs. Donc, je suis Emmanuel Dupuis. Je préside un laboratoire d'études, un think tank, comme on dit, qui s'appelle l'IPSE, Institut Prospective et Sécurité en Europe. Et j'assume par ailleurs des charges universitaires en tant que professeur associé à l'Université Paris-Sud, où j'enseigne les questions internationales, les questions géopolitiques, plus spécifiquement liées aux questions sécuritaires et de défense. Et j'ai aussi le bonheur et la chance de fréquenter souvent la Chine en tant que professeur associé dans une université à Ningbo, qui est une ville dans la province du Zhejiang, où je suis professeur associé donc, dans cette université qui s'appelle l'université Zhewanli de Ningbo, qui est une des universités de cette ville. D'accord, donc ce soir, c'est pas la première fois que vous venez sur le plateau de la Chine en français. Ce soir, vous venez pour discuter un petit peu du voyage officiel de Xi Jinping donc, au Moyen-Orient et en Afrique. Donc pour ça, donc, il est parti, donc, le président Xi est parti jeudi dernier, donc le 19 juillet. Et là, il va bientôt finir son voyage. Donc le 27 juillet, il finira son voyage. Il est actuellement en plein sommet des BRICS. Et ensuite, il fera une petite escale sur l'île Maurice de 3 jours. Donc on va revenir ce soir un petit peu sur ce voyage, en partant peut-être avec des questions un petit peu plus générales pour commencer. Puis ensuite, on se focalisera sur le voyage dans son ordre, du coup, suivant l'ordre des pays qu'il a visités. Donc pour commencer, je voulais savoir si... donc il est allé au Moyen-Orient, il est allé en Afrique, il a commencé par le Moyen-Orient. Comment est-ce que vous pourriez qualifier la politique extérieure de la Chine au Moyen-Orient et en Afrique? Est-ce que vous pensez que ce sont les mêmes ou est-ce qu'il y a une différence? Alors, il y a eu traditionnellement une différence d'approche, bien sûr. D'ailleurs, au niveau du ministère des Affaires étrangères, ce ne sont pas les mêmes directions qui s'intéressent aux zones en question, Proche et Moyen-Orient, qui sont davantage marquées par une logique de conflit et donc de résolution des conflits et d'une vision peut-être un petit peu différente que la Chine de traiter le conflit israélo-palestinien, de proposer des solutions sans doute différentes des pays occidentaux par rapport à la crise syrienne, et bien évidemment qui ne s'inscrit pas du tout dans la même démarche, que ce soit celle des États-Unis ou, nous le verrons peut-être dans les prochaines semaines, des pays européens à l'encontre ou au regard de l'Iran. On sait que la Chine, comme la Russie, est un fervent partisan, comme du reste les pays européens. Mais je dis qu'il y a un hiatus qui s'est créé entre les États-Unis, qui ont décidé le 8 mai dernier de quitter l'accord sur le nucléaire iranien. Et bien évidemment, on sait que la Chine, au même titre que la Russie, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, est particulièrement vigilant en ce qui concerne le respect du traité de non-prolifération et bien évidemment se porter garante, comme les autres, du traité sur le nucléaire iranien. Donc il y a un regard qui est davantage focalisé sur la manière dont la Chine pourrait proposer des solutions alternatives en termes de médiation, de facilitation dans une zone ô combien chrysogène. Et puis il y a vis-à-vis de l'Afrique un regard peut-être davantage tourné vers l'économie, avec une préoccupation déjà de longue date de la Chine d'être présent sur le continent africain. On sait que la balance commerciale chinoise est tout à fait considérable, près de 220 milliards de dollars l'année dernière, ce qui est 4 fois plus que la balance commerciale française, et bien évidemment qui met évidemment la Chine dans une situation de mutuel intérêt ou dans cette logique gagnante-gagnante qui est souvent évoquée ou que le président Jinping a rappelé au cours de sa visite. Pour prolonger un petit peu votre question, la visite du président Jinping n'était pas une visite moyen-orientale puis africaine. C'était une visite africaine en choisissant un pays au Moyen-Orient, les Émirats arabes unis, qui ont une politique africaine. Et le voyage s'est inscrit dans cette logique du service après-vente, du projet pharaonesque, si j'ose dire, du président Xi Jinping, à savoir le projet de Belt and Road Initiative. Pourquoi les Émirats arabes unis? Car ils ont eux aussi une vision de la projection de puissance tout au long de la côte orientale africaine, le long de l'océan Indien, pouvant être potentiellement, non pas un concurrent économique, mais en tout cas devant être associé à cette route maritime qui traverse l'Afrique et qui en tout cas va de Djibouti à Tanger
et que le président Xi Jinping, d'où le voyage sur l'île Maurice, souhaite prolonger le long de l'océan Indien. D'accord, mais alors là, pour revenir justement sur le Moyen-Orient et ce choix spécifique des Émirats arabes unis, alors la Chine en 2017, alors ma question plus précisément, c'est sur les relations. Donc on sait très bien que l'Arabie saoudite, les Émirats arabes et le Qatar, c'est pas forcément... elles ne sont pas en très bons termes, les relations. Et justement, la Chine, en 2017, a signé un accord avec le Qatar, notamment sur la sécurité contre tout ce qui est le terrorisme en général. Et comment est-ce qu'on peut voir cette approche, justement? Comment est-ce que la Chine, qui normalement, on le sait, prône la non-ingérence dans ses principes premiers, comment est-ce qu'on peut voir justement, d'un côté, elle va vers le Qatar et de l'autre, elle va aussi vers les Émirats arabes unis. Est-ce que ça ne pourrait pas justement être... C'est un peu ambigu, en fait, cette politique. Oui et non. C'est peut-être ambigu quand on sait qu'il y a une très grande dépendance de la Chine à l'égard du Qatar. La Chine est le premier client du Qatar en ce qui concerne le gaz naturel liquéfié. D'ailleurs, si on agglomère l'Iran et le Qatar, d'où aussi les bonnes relations que la Chine veut entretenir et maintenir avec Téhéran, on est à peu près à 30% du GNL dont a besoin la Chine pour son développement économique et tout simplement pour son électricité et ses capacités, donc encore une fois, de développement à la fois industriel et donc de manière générique pour son développement économique. Donc elle est dans la politique du tube, là, vraiment, quand on parle de politique du tube sur tout ce qui est... Oui, c'est d'autant plus vrai que la Chine a fait des investissements dans ce domaine et que la Chine bénéficie aussi d'une certaine forme de hiatus qui est en train de se créer entre l'Est et l'Ouest par rapport à la question iranienne. Quand, par exemple, les entreprises occidentales ne peuvent plus faire de commerce avec l'Iran, ce sont pour beaucoup les entreprises chinoises qui sont en train de les remplacer, notamment sur le champ gazier qui s'appelle South Pass, qui est un des plus grands champs gaziers du monde, sur lequel Total avait investi et donc 5 milliards d'euros. Total a dû céder ou rétrocéder à la China National Petroleum Company sa participation, tout simplement pour ne pas être à l'aune du 8 août, qui est la date fatidique pour les sanctions américaines, sous le joug des sanctions américaines. Donc il y a aussi un intérêt économique pour cette zone. Il peut y avoir ce paradoxe quand vous dites que la Chine prône la non-ingérence ou le fait d'avoir zéro problème avec zéro voisin ou zéro partenaire. Mais en même temps, la Chine sait très bien qu'il y a une recherche d'une voie alternative dans la région. Les États-Unis sont littéralement démonétisés. Ils ont pris fait et cause, ils ont pris parti vis-à-vis d'une rupture de la médiation et du rôle de facilitateur qu'ils pouvaient jouer entre les Israéliens et les Palestiniens, et sont sortis exsangues de la crise syrienne. Et on voit bien qu'ils n'ont pas réussi à imposer une temporalité à la fois contre Bachar el-Assad et contre la lutte contre Daesh, au profit de la Russie et donc de l'Iran et d'une certaine façon de la Chine, qui a soutenu ses partenaires orientaux de ce point de vue-là, enfin ses partenaires eurasiens de ce point de vue-là. Donc il y a une volonté de voir si la capacité de médiation, la capacité diplomatique chinoise, peut-être vis-à-vis de la crise qatari, qui rentre dans sa deuxième année, puisque c'était le 6 juin 2017, ou vis-à-vis des autres conflits plus anciens, entre la partie septentrionale de l'Irak et le gouvernement central irakien, ou vis-à-vis de la crise syrienne. On sait que les Chinois soutiennent ardemment le processus de réconciliation nationale qui se tient au Kazakhstan. Il y a aussi une raison pour laquelle il se tient au Kazakhstan, c'est que ça s'inscrit dans cette vision eurasienne, ou cette capacité, ou cette approche que certains appellent post-occidentale, dans lequel un certain nombre de diplomaties russes, iraniennes et de facto chinoises essayent de mettre en avant des nouveaux centres directionnels ou des nouveaux centres tout simplement de légitimité du multilatéralisme qui ne se fait pas seulement à New York, mais qui peut se faire à Qingdao. Pourquoi à Qingdao ? Parce qu'au moment où le G7 montrait son inefficacité au Canada, les 8 membres de l'Organisation de coopération de Shanghai montraient leur parfaite unité. Oui, tout à fait. Donc là, pour revenir un petit peu sur la politique de la Chine
en Afrique. Vous parliez tout à l'heure de cette politique gagnant-gagnant. Est-ce que vous pensez concrètement que c'est durable ? Parce que quand on voit la balance commerciale qui est déficitaire pour les pays africains et la Chine qui en fait finalement entre guillemets, grossièrement, si on essaie de simplifier, qui va là-bas, qui investit ses investissements. En échange de ces investissements, elle attend, par exemple, des ressources pétrolières ou minières. Est-ce que vous pensez que c'est durable ? Alors déjà, pour relativiser un petit peu votre propos, la Chine investit en Afrique. Oui. Donc comme elle investit en Afrique, elle est un acteur économique comme les autres. Je veux dire, après, c'est le premier quand les entreprises étrangères et donc les entreprises chinoises sont les premiers investisseurs en Afrique. Oui. Et donc, de facto, les pays africains ont reçu près de 1 milliard de dollars d'impôts par rapport à la présence de ces entreprises chinoises, pour certaines de très longue date. Ce n'est pas pour justifier ou expliquer, mais juste pour contextualiser. Alors après, il y a, comme vous le disiez, une prise en compte, me semble-t-il, en tout cas telle qu'elle s'est exprimée à travers la tournée de 9 jours du président Xi Jinping, de compréhension de la manière dont la Chine doit se positionner différemment sur le continent africain, avec une focalisation, mais après tout, ce n'est que dans la foulée de ses prédécesseurs et accessoirement de ses partenaires ou concurrents, je ne sais pas comment on doit les appeler, qui ont bien compris que l'investissement en Afrique doit être ciblé vers des secteurs qui seront des facteurs croissants ou des facteurs exponentiels de développement. La dimension agricole, la dimension sanitaire et bien évidemment tout ce qui est nouvelles technologies, ce qu'on appelle l'économie disruptive. Il en a été question beaucoup à l'occasion du déplacement il y a quelques jours du président Xi Jinping à Kigali. Il en est question aujourd'hui à Johannesburg à l'occasion du 10e sommet des BRICS. Donc pour répondre peut-être encore plus en profondeur par rapport à votre question, la nature même des investissements change de direction. On est moins sur de l'infrastructure et plus de l'investissement au niveau des petites et moyennes entreprises. C'est-à-dire qu'il va y avoir davantage d'entreprises chinoises qui vont être incitées à investir en Afrique, alors qu'il y a 15, 20 ou 30 ans, c'était des entreprises qui avaient la capacité de se projeter en dehors du continent, en dehors de la zone traditionnelle d'investissement des entreprises chinoises. Donc, ça nécessitait une certaine forme de solidité. Là, maintenant, il y a une volonté de pousser les investisseurs, et on sait qu'ils sont nombreux dans les secteurs que j'ai évoqués, à venir sur le continent africain. Il y a sans doute aussi une volonté d'inverser la manière dont les investissements africains se font actuellement. À peu près, on peut se tromper de quelques pourcents, mais 70% des investissements qui se font sur le continent africain pour la Chine concernent les infrastructures et concernent les BTP et les travaux, c'est-à-dire les routes, les autoroutes, les aéroports, l'investissement sur les câbles sous-marins, notamment ceux qui transportent les données, qui est un sujet sur lequel les Chinois ont pris beaucoup d'avance par rapport à d'autres, d'où l'investissement à Djibouti, et donc évidemment les infrastructures, si j'allais dire, structurelles. Partant d'un principe très simple, c'est que le continent africain devrait investir 90 milliards d'euros par an en matière d'infrastructure, elle n'en investit que la moitié. Donc il y a une carence qui justifie d'ailleurs le projet des routes de la soie. Oui. Le projet des routes de la soie part du constat que pour que les entreprises chinoises et des pays qui sont partenaires puissent se développer, il faut investir massivement dans les infrastructures. Donc c'est à partir de ça que vous définissez donc, cette politique de gagnant-gagnant. Alors cette politique de gagnant-gagnant, elle se définit aussi dans le fait que si on était jusqu'à présent dans 70% des infrastructures, on n'était que dans 30% dans ce qui constitue la base des besoins africains, c'est-à-dire l'aide publique au développement, c'est-à-dire l'action de coopération sur le long terme et donc les investissements dans les secteurs clés. 80% de l'économie africaine dépend de l'agro-business, donc il faut investir massivement là. Il y a aussi un autre élément, mais qui est un élément qui, après tout, n'est pas honteux, qui est celui du domaine de la sécurité. Oui. Ces pays africains, les 54 pays africains ont tous des besoins
d'ordre sécuritaire, pour la protection de leurs frontières, pour assumer leur souveraineté, ou tout simplement pour lutter de manière transverse, de manière transrégionale, aux grandes menaces que sont la criminalité organisée et le terrorisme. Donc le marché de la sécurité est aussi un marché. C'est la raison pour laquelle la visite de Xi Jinping a été précédée du premier forum sur la sécurité sino-africain qui s'est tenu le 10 juillet dernier à Beijing.